Je ne prétends pas expliquer ce qui se passa le 14 avril dernier au No 17 de Badderly Gardens. Traduite en noir sur du blanc, mon opinion paraîtrait, j'imagine, trop absurde, trop grossière pour mériter considération. Mais qu'il se soit passé quelque chose, et quelque chose de nature à marquer sur chacun de nous pour le reste de sa vie, c'est ce qu'établit avec toute la certitude possible l'unanimité de 5 témoignages. Je me bornerai à un compte-rendu très exact qui sera soumis à John Moir, Harvey Deacon et Mrs. Delamere et ne recevra aucune publicité s'il ne le confirme volontiers sur tous les points. Quant à Paul le Duc, il faudra que je me passe de sa caution, car il semble avoir quitté l'Angleterre. Ce fut John Moir, l'associé principal bien connu de la maison Moir, Moir et Sanderson, qui, dans le principe, dirigea notre attention vers les questions d'occultisme. Comme il advient souvent chez des hommes d'affaires durs et pratiques, il y avait dans sa nature un certain mysticisme, par quoi il avait incliné à l'examen, puis, éventuellement, à l'acceptation de ces déconcertants phénomènes qui, avec beaucoup d'imposture et beaucoup de niaiserie, se groupent sous la commune désignation d'occultisme. Ces recherches, entreprises en toute liberté d'esprit, avait malheureusement versé dans le dogme et il était devenu fanatique et tranchant autant que dévot peut l'être. Il représentait dans notre petit cercle la catégorie d'hommes qui ont fait de ces singuliers phénomènes une nouvelle religion. Nous avions pour médium sa sœur, Mrs. Delamere, la femme du sculpteur dont le nom est en train de se révéler. L'expérience nous avait démontré qu'en ces matières, vouloir opérer sans médium était aussi vain que de vouloir, en astronomie, opérer sans télescope. D'autre part, nous repoussions tous avec horreur l'idée d'introduire parmi nous un médium à gage. Homme ou femme, ne se croirait-il pas tenu de nous en donner pour notre argent et la tentation de fraude ne serait-elle pas trop forte? Quel crédit mériterait des phénomènes produits à raison d'une guinée par heure? Fort heureusement, Moir avait découvert chez sa sœur une nature de médium. C'est-à-dire qu'il la considérait comme une batterie de cette force magnétique animale qui est la seule forme d'énergie assez subtile pour que nous agissions sur elle du plan spirituel comme nous agissons du plan matériel. Il va de soi qu'en m'exprimant ainsi, je n'entends pas faire une pétition de principe. J'indique simplement par quelle théorie nous expliquions nous-mêmes, à raison ou à tort, ce que nous voyons. La dame venait sans l'assentiment bien formel de son mari, et quoiqu'elle ne manifestât jamais une très grande force psychique, nous en obtenions au moins ces phénomènes usuels de transmission de pensées si puérils et si mystérieux tout ensemble. Chaque dimanche soir, nous nous réunissions dans l'atelier de Harvey Deacon à Badderly Gardens, la maison qui fait le coin de Merton Park Road. L'œuvre de Harvey Deacon, par la qualité d'imagination dont elle rendait témoignage, semblait trahir chez l'artiste la passion de l'outré et du sensationnel. À l'origine, un certain pittoresque l'avait attiré vers l'étude de l'occultisme. Mais son attention ne tarda pas à tomber en arrêt devant quelques-uns des phénomènes dont je parlais tout à l'heure, et il en vint rapidement à se convaincre que ce qu'il avait pris pour une amusette, pour un passe-temps d'après-dîner, constituait une réalité formidable. C'était un homme d'un cerveau remarquablement lucide et logique, un vrai petit-fils de son ancêtre, le célèbre professeur Scotch, et il représentait, lui, dans notre groupe, l'élément critique, l'homme sans préjugés, préparé à suivre les faits aussi longtemps qu'il peut les voir, et ne laissant pas ses théories prendre l'avance sur ses données. Sa circonspection agaçait Moir autant que Moir le divertissait par sa foi robuste, mais, chacun à sa manière, ils apportaient l'un et l'autre dans la question une même ardeur. Et moi, qui représentais-je à vrai dire? Non pas le dévot, non pas la critique scientifique, mais, plus justement, le dilettante. Préoccupé de toujours rester dans le mouvement, je me félicitais de toute sensation nouvelle qui me fit sortir de moi-même. Sans disposition personnelle à l'enthousiasme, j'aime les enthousiastes. Les propos de Moir m'emplissaient d'un vague bien-être, comme si j'eusse senti par eux que nous tenions la clé des portes de la mort. L'atmosphère apaisante des séances, toute lumière voilée, me causait un délice. J'y assistais parce que je m'y amusais. Ce fut, comme je l'ai dit, le 14 avril dernier que survint l'événement très singulier qui m'occupe. En arrivant à l'atelier, j'y trouvais Mrs. Delamere,
qui avait pris le thé dans l'après-midi avec Mrs. Harvey Deacon. Pas d'autre homme que Deacon lui-même, en compagnie de qui les deux dames examinaient un tableau commencé sur un chevalet. Je ne me pique pas de connaissances en art et n'ai jamais fait profession de comprendre ce que Harvey Deacon veut mettre dans ses peintures. Mais je voyais bien ce qu'il y avait d'ingéniosité inventive dans cette composition où entraient des fées, des animaux et des figures allégoriques de toutes sortes. Les dames se répandaient en louanges. Assurément, le tableau était d'une belle couleur. « Qu'en pensez-vous, Markham » me demanda le peintre. « J'avoue que cela me dépasse, » répliquai-je. « Ces bêtes, qui sont-elles ? Des monstres mythiques, des créatures imaginaires, des emblèmes héraldiques, toute une espèce de cortège fantasque. Avec un cheval blanc en tête. Ce n'est pas un cheval blanc, fit-il d'un ton d'humeur qui me surprit, car il était gai d'ordinaire et se prenait rarement au sérieux. Qu'est-ce alors ? Comment voyez-vous là un cheval ? C'est une licorne. Je vous ai parlé d'animaux héraldiques. Ne reconnaissez-vous pas celui-là ? Désolé, Deacon, répondis-je, car il avait l'air vraiment contrarié. Mais sa propre irritation le fit rire. Excusez-moi, Markham, dit-il. Le fait est que je me suis donné un mal terrible pour cette bête. J'ai passé la journée à la peindre, à la repeindre, à essayer d'imaginer l'aspect que pourrait avoir une licorne vivante et bondissante. J'y suis arrivé à la fin comme je l'espérais, de sorte qu'en vous trompant, vous m'avez touché au point sensible. Mais oui, naturellement, c'est une licorne, m'écriai-je, car je le sentais très affecté de mon incompréhension. Et voilà, parbleu, la corne. Mais je n'avais encore vu cet animal que sur les armes royales et n'y avais jamais songé. Quant aux autres, ce sont, n'est-ce pas, des griffons, des basiliques, des dragons de toute espèce ? Oui. Mais de ce côté-là, pas de difficulté. Je n'ai eu d'ennui qu'avec la licorne. Allons, assez parlé de tout ça, jusqu'à demain. Il retourna la toile sur le chevalet et nous causâmes d'autres choses. Moire fut en retard ce soir-là. Quand il arriva, il amenait avec lui, à notre vive surprise, un Français, courtois et robuste, qu'il nous présenta sous le nom de Monsieur Paul le Duc. Je dis « à notre vive surprise », car nous tenions pour principe que toute immixtion étrangère dans notre cercle spirituel en dérangeait les conditions et y introduisait un élément de doute. Nous savions pouvoir nous fier les uns aux autres, mais la présence d'un intrus viciait les résultats de nos expériences. Cependant, Moire nous réconcilia très vite avec l'idée d'une innovation. Monsieur le Duc était un adepte réputé de l'occultisme, un voyant, un médium et un mystique. Il voyageait en Angleterre avec une lettre d'introduction que lui avait donnée pour Moire le président des Frères de la Rose-Croix de Paris. Et si Moire l'avait amené à notre petite séance, si nous devions nous sentir honorés de sa présence, quoi de plus naturel ? C'était, je le répète, un homme petit et solide, avec une large figure lisse et glabre, n'ayant rien de remarquable que deux grands yeux clairs, en velours, qui regardaient vaguement et fixement devant eux. Bien habillé, au surplus, et de bonne manière. Miss Deacon, qui avait des préventions contre nos recherches, quitta la chambre. Alors nous fîmes une demi-obscurité, selon notre habitude, et rapprochâmes nos sièges de la table d'acajou carré qui occupait le centre de l'atelier. Bien que très réduite, la lumière restait suffisante pour nous permettre de nous voir distinctement les uns les autres. Je me souviens que même je pouvais observer les curieuses petites mains potelées que le Français étalait sur la table. « À la bonne heure !» dit-il. « Voilà des années que je n'ai pris place à une table dans les mêmes conditions que ce soir. Cela m'amuse. Vous êtes médium, madame ? Allez-vous jusqu'à la catalepsie ? » ?»« Pas précisément, » dit Mrs. Delamere, « mais j'ai toujours l'impression d'une très forte envie de dormir. » « C'est le premier stade. Abandonnez-vous entièrement et la catalepsie arrive. Une fois la catalepsie arrivée, votre âme se précipite au dehors, tandis que du dehors se précipite en vous une autre âme, avec qui l'on entre ainsi en correspondance directe par la parole ou l'écriture. Vous remettez à autrui le gouvernement de votre machine. « Hein ? Qu'est-ce que des licornes peuvent avoir à faire ici ?» Harvey Deacon sursauta. Le Français bougeait lentement la tête, et ses yeux, autour de lui, scrutaient les ténèbres qui drapaient les murs. « Drôle de chose, » fit-il, « toujours des licornes. Qui donc a pensé aussi fortement à un sujet aussi bizarre ? C'est merveilleux, s'exclama Deacon.
J'ai toute la journée essayé de peindre une licorne. Comment le savez-vous? Vous avez pensé aux licornes dans cette chambre. En effet. Mes chers monsieur, les pensées sont des choses. Quand vous imaginez une chose, vous en faites une. L'ignoriez-vous? Je peux voir, moi, vos licornes, parce que ce n'est pas seulement avec les yeux que je peux les voir. Voulez-vous dire que rien qu'en y pensant, je crée une chose qui n'a jamais eu d'existence? Certainement. C'est le fait qui gît sous tous les autres faits. Et c'est la raison pourquoi une pensée de mal constitue un danger par elle-même. Vos licornes sont sur le plan astral, je suppose, interrogea Moire. Tout cela, ce sont des mots, mes amis. Elles sont là, quelque part ou partout. Moi-même, je ne saurais le dire. Je les vois. Je ne pourrais pas les toucher. Et vous ne pourriez pas nous les faire voir? Ce serait les matérialiser. Tenez, il y a une expérience à faire. Mais le pouvoir manque. Voyons un peu de quel pouvoir nous disposons. Nous agirons en conséquence. Me permettez-vous de vous placer à ma guise? Vous en savez beaucoup plus long que nous sur ce chapitre, dit Harvey Deacon. Je vous donne pleine autorité. Les conditions peuvent n'être pas bonnes. Essayons nos moyens. Madame voudra bien garder sa place. Je me mettrai près d'elle. Monsieur, que voici à côté de moi. Monsieur Moire se mettra de l'autre côté de madame, car il convient d'alterner les bruns et les blonds. Là. Et maintenant, avec votre permission, je vais éteindre toutes les lumières. Quel avantage y trouvez-vous? Demandai-je. La force que nous utilisons est une vibration de l'éther. La lumière aussi en est une. Supprimons la lumière et nous gardons pour nous tous les fils. Vous ne craignez pas le noir, madame? Quel plaisir qu'une pareille séance! D'abord, l'obscurité parut absolue. Mais au bout de quelques minutes, nos yeux s'y habituèrent, juste assez pour nous permettre de nous voir les uns les autres. Très confusément, certes, car je n'apercevais dans la chambre rien que le cercle immobile et sombre des figures. Tous, nous prenions la chose à cœur, beaucoup plus que jamais auparavant. Vous mettrez vos mains devant vous. Il n'y a pas à craindre que nous nous touchions, étant si peu nombreux devant une table si grande. Vous, madame, vous vous replierez sur vous-même. Si le sommeil vient, vous ne lutterez pas. Du silence à présent. Et attendons. Alors, en silence, nous attendîmes, fixant l'ombre devant nous. Une pendule faisait tic-tac dans le vestibule. Un chien au loin aboyait par intermittence. Une fois ou deux, un cab passa bruyamment dans la rue, et l'éclair de ses lanternes, par l'intervalle des rideaux, déchira gaiement l'opacité de nos ténèbres. J'éprouvais ces malaises physiques que m'avaient rendus familiers nos séances précédentes. Froid dans les pieds, picotement dans les mains, chaleur dans les paumes, impression de courant d'air dans le dos. Il me venait aux avant-bras, et plus spécialement, me semblait-il, à l'avant-bras gauche, qui était le plus rapproché de notre visiteur. D'étranges petits élancements, dus sans doute à quelques troubles du système vasculaire, mais dignes néanmoins d'attention. En même temps, j'avais le sentiment d'une expectative presque douloureuse. Et le silence sévère gardé par mes compagnons me laissait deviner chez eux une tension nerveuse non moindre que la mienne. Tout d'un coup, il y eut dans l'obscurité un son bas et sifflant, la respiration mince et pressée d'une femme. Puis, la respiration se fit encore plus pressée et plus mince, comme entre des dents serrées. Puis, elle s'arrêta, dans un grand soupir accompagné d'un sourd bruissement de robe. « Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien ?» demanda quelqu'un dans l'ombre. « Oui, dit le Français, tout va bien. C'est madame. Elle vient de tomber en catalepsie. Maintenant, messieurs, si vous voulez bien vous tenir tranquille, vous verrez, j'imagine, quelque chose qui vous intéressera. » Encore le tic-tac dans le vestibule. Encore la respiration du médium, plus profonde à présent et plus pleine. Encore, par instants, la lueur fugitive et toujours plus agréable des lanternes d'un ensomme. Sur quel abîme nous jetions un pont. D'un côté, le monde éternel, dont le voile se soulevait à demi. De l'autre, les cabs de Londres. La table frémissait de pulsations puissantes. Sous nos doigts, elle se balançait avec certitude en cadence d'un mouvement facile, plongeant et creusant. Toute sa substance rendait de petits claquements secs, de petits craquements brusques, les crépitements d'un feu de fil ou d'un feu de salve, les pétillements d'un fagot qu'on allume par une nuit glaciale. « Il y a beaucoup de pouvoir, » annonça le Français. Je le constate par la table. J'avais cru d'abord à une illusion personnelle, mais tout le monde pouvait maintenant s'en apercevoir comme moi.
une lumière phosphorescente d'un gris jaunâtre. Et je devrais dire une vapeur lumineuse plutôt qu'une lumière, flottait au ras de la table. Elle roulait, s'enroulait, ondulait, emplie d'une transparence blafarde, tournait en spirale comme une fumée. Je distinguais à sa lueur sinistre les doigts du Français, blancs et carrés du bout. « Ça marche !» criait-il. « C'est splendide !»« Appelons-nous l'alphabet ?» demanda Moire. « Mais non, nous avons mieux à faire. C'est vraiment un jeu grossier que d'obliger la table à s'incliner pour chaque lettre. Avec un médium comme Madame, nous devons faire mieux. »« Oui, nous ferons mieux », prononça une voix. « Qui est-ce? Quelle est la personne qui a parlé? Est-ce vous, Markham? Pas le moins du monde. C'est Madame qui a parlé. Mais ce n'était pas sa voix. Est-ce vous, Mrs. Delamere? Ce n'est pas le médium, mais c'est le pouvoir qui agit par l'organe du médium, intervint l'étrange, la profonde voix. Où est Mrs. Delamere? J'espère que ceci ne peut pas avoir de fâcheuses conséquences pour elle. Elle est heureuse sur un autre plan d'existence. Elle a pris ma place, comme j'ai pris la sienne. Qui êtes-vous? Peu vous importe. Je suis quelqu'un qui a vécu comme vous et qui est mort comme vous mourrez. Nous entendîmes au dehors les roues d'un cab, puis la voiture s'arrêta tout proche. Il y eut une discussion de pourboire, des grommellements de cocher. Le nuage gris-jaune continuait de tordre ses minces volutes sur la table. Sans briller nulle part, il luisait confusément dans la direction du médium. On eût dit qu'il s'agglomérait devant Mrs. Delamere. Une impression de peur et de froid me saisit au cœur. Il me sembla que nous approchions avec une légèreté cavalière, le plus auguste des sacrements, cette communion avec la mort dont parlent les pères de l'Église. « Ne croyez-vous pas que nous allons trop loin ?» m'écriai-je. « Et ne serait-il pas temps de lever la séance ? Tous les pouvoirs sont faits pour qu'on en use, formula Harvey Deacon. Si nous pouvons continuer, nous le devons. Chaque nouveau progrès de la connaissance a passé d'abord pour illicite. Il est parfaitement légitime et convenable que nous cherchions à connaître la nature de la mort. Parfaitement légitime et convenable, dit la voix. Voyons, que pourrions-nous demander? Cria Moire très excité. Une preuve? Voulez-vous me donner une preuve de votre présence réelle? Quelle preuve désirez-vous? Eh bien, par exemple, j'ai quelques pièces de monnaie dans ma poche. Voulez-vous me dire combien? Nous revenons pour enseigner, non pour deviner de puériles énigmes. Attrapez, monsieur Moire, dit le Français. L'esprit parle de bon sens. Ceci est une religion et non pas un jeu, reprit la voix, dure et froide. En effet, dit Moire, c'est bien ainsi que je l'envisage. Désolé de vous avoir posé cette stupide question. Ne saurais-je pas qui vous êtes? Que vous importe? Êtes-vous esprit depuis longtemps? Oui. Depuis combien de temps? Nous ne calculons pas la durée comme vous. Nos conditions diffèrent. Êtes-vous heureux? Oui. Vous ne voudriez pas revenir à la vie? Non. Non, certes. Avez-vous des occupations? Comment, sans occupation, pourrions-nous être heureux? Que faites-vous? Je vous ai dit que nos conditions sont absolument différentes. Pouvez-vous nous donner une idée de vos travaux? Nous travaillons pour notre propre perfectionnement et pour l'avancement des autres. Vous est-il agréable de venir ici ce soir? J'y viens avec joie si, en y venant, je puis faire quelque bien. Faire le bien, c'est donc votre but? C'est, sur chaque plan, le but de toute existence. Vous entendez, Markham? Voilà qui répond à vos scrupules. En effet, je ne gardais plus aucun doute. Je n'éprouvais plus que de l'intérêt. Dans votre vie, connaissez-vous la douleur? Demandai-je. Non. La douleur est chose corporelle. Mais l'affliction mentale? Oui, l'on peut toujours être inquiet ou triste. Rencontrez-vous les amis que vous avez connus sur la terre? Quelques-uns. Seulement quelques-uns? Seulement les sympathiques. Les époux se retrouvent-ils quand ils se sont vraiment aimés? Et dans le cas contraire, ils ne sont plus rien l'un pour l'autre. Il faut donc qu'il y ait affinité spirituelle? Évidemment. Ce que nous faisons est-il bien, si vous le faites dans le bon esprit? Qu'entendez-vous par le mauvais esprit? L'esprit de curiosité et de légèreté. Peut-il en résulter un mal très sérieux? Quelle sorte de mal? Vous pouvez déchaîner des forces sur lesquelles vous n'avez pas d'empire, des forces mauvaises, des forces inéprouvées. Vous dites qu'elles sont dangereuses. Dangereuses pour le corps ou pour l'âme, quelquefois pour l'un et pour l'autre. Il y eut un silence,
et l'obscurité parut devenir plus épaisse, cependant que le brouillard gris-jaune nouait ses fumées par-dessus la table. « Auriez-vous quelques questions à poser, Moire » demanda Deacon. « Une seule. Est-ce que l'on prie dans votre monde ?»« On prie dans tous les mondes. Pourquoi ? Parce que c'est reconnaître des forces extérieures à soi-même. À quelle religion appartenez-vous là-bas ? Nous différons dans nos religions comme vous. Vous ne possédez pas la certitude, nous avons seulement la foi. » Ces questions de religion, interrompit le Français, vous intéressent, vous autres Anglais, qui êtes un peuple grave. Pour nous, elles manquent de gaieté. Il me semble qu'avec le pouvoir dont nous disposons, nous serions en mesure de tenter quelque grande expérience. De quoi causer ensuite. Il ne saurait, dit Moire, rien y avoir de plus intéressant que ce qui nous occupe. À merveille, si c'est votre avis, acquiesça le Français d'un ton aigre. Pour ma part, tout ceci me fait l'effet du rebattu, et puisqu'une grande force nous est donnée ce soir, j'aimerais la mettre à l'épreuve. Si vous avez d'autres questions à poser, posez-les. Après quoi nous pourrons toujours essayer quelque chose. Mais le charme était rompu. Nous posâmes en vain question sur question. Le médium resta muet sur sa chaise. Seul, le bruit profond et régulier de sa respiration trahissait sa présence. Sur la table, la fumée ne cessait pas de tournoyer. Vous avez troublé l'harmonie. N'attendez plus de réponse. L'ombre parut redoubler dans la chambre avec le silence. Le même sentiment d'appréhension qui m'avait si lourdement oppressé au début de la séance me pesa de nouveau sur le cœur. Les cheveux me picotaient aux racines. « Ça opère! Ça opère !» cria le Français. Il se fit dans sa voix comme un déchirement, et je compris que chez lui aussi, toutes les cordes étaient tendues à rompre. Le brouillard transparent s'écarta peu à peu de la table, se mit à flotter mollement autour de la pièce, alla s'amonceler dans le coin le plus reculé et le plus sombre, pour finir par s'y agréger en un corps brillant, en un étrange et mobile noyau de lumière, mais de lumière non éclairante, et doué d'un éclat propre sans faculté de rayonnement. Il avait passé du gris-jaune à un rouge sinistre. Puis, sur ce noyau s'enroula une substance noirâtre et fuligineuse qui s'épaissit, durcit, devint encore plus dense, encore plus noire. Puis, la lumière s'évanouit, absorbée par ce qui s'était formé autour d'elle. Parti, silence. Il y a quelque chose dans la chambre. Dans le coin où avait paru la lumière, nous entendîmes quelque chose qui soufflait bruyamment et se démenait dans les ténèbres. Qu'y a-t-il, le duc? Qu'avez-vous fait? Ça va. Rien à craindre. La voix du Français vibrait d'émotion. Juste ciel, Moire. Il y a un gros animal dans la chambre. Là, tout près de ma chaise. Éloignez-vous, éloignez-vous. C'était Deacon qui parlait. Puis vint le bruit d'un choc sur un corps dur. Et ensuite. Mais comment dire ce qui arriva ensuite? Quelque chose d'énorme se heurtait à nous dans le noir, se cabrait, piaffait, écrasait, bondissait, s'ébrouait. La table vola en éclats et nous prîmes la fuite dans tous les sens. L'énorme chose grondait, nous bousculant, se ruant avec une force horrible d'un bout à l'autre de la chambre. Nous poussions tous des cris d'épouvante. Nous nous traînions sur nos mains, sur nos genoux, cherchant à nous dérober aux attaques. Je ne sais quoi se posa sur ma main droite, et mes os s'écrasèrent sous la pression. « De la lumière, hurla quelqu'un. « Moire, vous avez des allumettes? Des allumettes. Je n'en ai pas une seule. » Deacon, où sont les allumettes? Les allumettes, pour l'amour de Dieu. Je n'arrive pas à les trouver. Voyons, le Français, arrêtez cela. C'est au-dessus de mes moyens. Oh, mon Dieu, je ne puis plus l'arrêter. La porte, où est la porte? Ma main, par bonheur, en tâtonnant dans la nuit, trouva la poignée. La chose soufflante, ronflante, galopante, passa d'un bond devant moi et alla donner de la tête contre la cloison qui rendit un bruit terrible. Je tournai la poignée et tous nous fûmes dehors à la minute, la porte fermée derrière nous. À l'intérieur, il y eut un épouvantable fras d'objets mis en pièces. Qu'est-ce que cela? Au nom du ciel, qu'est-ce? Un cheval. Je l'ai vu quand la porte s'est ouverte. Mais Mrs. Delamere, il faut aller la sauver. Venez, Markham, vite. Plus nous tarderions, moins nous aurions de courage. La porte ouverte, brusquement, nous nous précipitâmes. Nous trouvâmes Mrs. Delamere étendue sur le plancher, parmi les débris de sa chaise. Nous la relevâmes, l'emportâmes au plus vite, et comme nous arrivions à la porte, je jetai derrière moi un regard à la dérobée. Deux étranges yeux dardaient sur nous leurs flammes.
Des sabots claquèrent. Je n'eus que le temps de refermer la porte. Un choc violent la fendit de haut en bas. Ça va passer au travers. Ça passe. Un autre choc, et par la brèche de la porte, quelque chose se fit jour. Une longue pointe blanche qui luisait sous la lumière de la lampe. Elle brilla un instant devant nous, puis, avec un bruit sec, elle disparut. « Hâtez-vous, hâtez-vous, par ici !» ordonnait à grands cris Harvey Deacon. « Emportez-la, par ici, vite !» Nous avions chez asile dans la salle à manger et refermé la lourde porte de chêne. Nous étendîmes sur le sofa Mississap de la mère sans connaissance. Pendant ce temps, Moire, le rude brasseur d'affaires, s'affaissait évanoui sur le tapis du foyer. Harvey Deacon, blanc comme un cadavre, avait des convulsions d'épileptique. Nous entendîmes se briser la porte de l'atelier. D'un bout à l'autre du vestibule, ce furent des allées et venues reniflantes et trépignantes qui emplirent la maison d'un furieux vacarme. Sa tête dans les mains, le Français sanglotait comme un enfant épouvanté. « Que faire ?» demandai-je en le secouant durement par les épaules. « Si nous prenions un fusil ?»« Non, non, le pouvoir va cesser. Cela va finir. »« Fou que vous êtes, vous risquiez de nous tuer avec vos infernales expériences ?» Je ne savais pas. Comment aurais-je prévu la terreur qui l'affole? Vous en êtes cause, vous l'avez frappé. Tout d'un coup, Harvey Deacon sursauta. Dieu du ciel, un cri terrible avait fait retentir la maison. C'est ma femme. Tant pis, je sors. Dussé-je avoir affaire au diable. Rouvrant la porte, il s'élança. À l'extrémité du couloir, en bas de l'escalier, Mrs. Deacon gisait inanimée, terrassée par ce qu'elle avait vu. Nulle trace de rien d'autre. Nous regardâmes autour de nous avec horreur. Partout l'immobilité, le silence. Je m'avançais lentement vers la porte de l'atelier, noire et béante, attendant à chaque instant d'en voir sortir quelque abominable forme. Rien ne venait. Un calme absolu régnait dans la pièce. Le regard tendu, le souffle au bout des lèvres, nous allâmes jusqu'au seuil et scrutâmes les ténèbres silencieuses. Elles n'étaient plus partout des ténèbres. Un nuage lumineux, avec un centre incandescent, voltigeait dans un angle. Lentement, il diminua d'éclat et de consistance, devint de plus en plus mince, de plus en plus pâle, puis la même obscurité profonde réenvahit l'atelier. À la minute même où tremblota le dernier rayon de la lueur sinistre, le Français poussa un cri de joie. « À la bonne heure ! Personne de blessé. » Rien que la porte brisée et les dames effrayées. Mais nous avons fait, mes amis, ce que personne n'avait jamais fait encore. « Eh bien, dit Harvey Deacon, autant que je pourrai l'empêcher, cela ne se refera pas, je vous l'assure. » Et voilà ce qui advint le 14 avril dernier au No 17 de Badderly Gardens. J'ai commencé par dire que cela me paraît trop grotesque pour que je réponde de ce qui vraiment se passa. Je donne mes impressions, ou plutôt nos impressions, puisqu'elles sont corroborées par Harvey Deacon et John Moir, pour ce qu'elles valent. Libre à vous, s'il vous plaît, d'imaginer que nous fûmes victimes d'une extraordinaire et savante mystification, ou de croire avec nous que nous subîmes une réelle et terrifiante épreuve. Peut-être encore mieux informés que nous en ces questions d'occultisme, aurez-vous à nous citer quelque chose d'analogue. En ce cas, une lettre adressée à M. William Markham, 146 même l'Albany, nous aiderait à jeter un peu de lumière sur des faits encore très obscurs pour nous.